Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Warriors de Golden State et de la greffe réussie de Chris Paul dans l'effectif de la franchise californienne. On va également prendre le pouls de la conférence Ouest où le niveau de compétition est plus élevé que jamais. On va également parler du cas de Chet Holmgren, le rookie du Thunder. Pour m'accompagner, c'est un bonheur pour moi d'accueillir Théophile Omesser du site Basket Session. Bonjour Théo. Salut Josh, comment ça va ? Ça va très très bien et c'est un grand plaisir de te retrouver. Ça fait pareil. un moment. Pareil, d'autant qu'on n'a même pas pu parler ensemble de la victoire des Nuggets l'an dernier, alors qu'on avait pas mal parlé pendant la saison. Donc non, je suis ravi d'être avec toi. Merci de l'invitation. Pour toutes les fois où toi et moi on en a parlé de ce truc-là, parce qu'on parle toi et moi hors antenne, avant l'enregistrement, après l'enregistrement, toutes les fois où j'essayais de faire en sorte que tu me rassures, que tu me dises mais si t'inquiète pas, Denver ils sont bons et tout, ça peut aller au bout. Et voilà, et bref. Et voilà, je sais plus de quand est-ce que t'es venu la dernière fois, mais je pense qu'on avait déjà évoqué ça. Et donc j'étais trop content. Et toi t'es fan de Miami, donc voilà. Non, c'est cool. T'étais gâté pour cette finale. Ouais, comme je te le disais avant qu'on prenne l'antenne, moi j'adorais aussi Denver l'an dernier, donc j'aurais été heureux quoi qu'il arrive. C'était en tout cas, succès largement mérité pour les Nuggets, c'est un magnifique champion. T'as fait combien de backflips en regardant le parcours du Heat en playoff l'an dernier ? Je les compte plus, mais je suis devenu. Je pense que je peux m'inscrire pour les JO ou pour les compétitions de breakdance aux prochains Jeux Olympiques de Paris. Là, je devrais être pas mal. Incroyable, comment t'as dû halluciner, franchement. Ouais, c'est clair. Je t'avoue que je faisais pas le malin quand même. Non, quand j'ai vu qu'ils ont perdu le premier match de play-in contre Chicago, si je me trompe pas, qu'ils ont failli perdre, qu'ils ont failli se perdre. Voilà, ce match qu'ils perdent contre Atlanta et voilà. qu'ils étaient menés contre Chicago dans le 4e carton, je crois. Ouais, j'emmenais pas large. Et après, Jimmy a mis tout le monde d'accord. Exactement. Tu m'étonnes, c'est grosse tension, mais alors on est fan pour vivre des moments pareils en fait. Exactement, de toute façon, c'est pas... Alors, par le passé, j'étais un peu critiqué avec la saison régulière, mais là, elle est vraiment passionnante. Là, ces dernières années, je trouve que... Enfin, moi, je me suis régalé pendant la saison régulière. Mais c'est vrai que la saveur des playoffs, c'est irremplaçable, quoi. On attend quand même tout ça toute l'année, et c'est vrai. C'est de ça dont on se souvient sur le long terme, quoi. D'ailleurs, le tournoi, tiens, vite fait, pendant qu'on parle de ça, avant de commencer notre sommaire, le tournoi d'intersaison, le tournoi là qui commence en NBA, t'en penses quoi, toi ? Moi, j'aime bien l'idée, en fait. J'aime bien l'idée, j'ai trouvé ça cool, tu vois, je m'attendais pas à ce que l'habillage du parquet soit aussi marquant. Alors après, c'est plus ou moins joli en fonction des couleurs des équipes, mais j'ai trouvé ça cool. Je trouvais que c'était du coup facilement identifiable quand t'es spectateur, que tu tombes là-dessus, tu comprends tout de suite que c'est un match du tournoi. Là, faut que ça se mette en place, mais je pense que à partir du moment où ça sera les matchs à élimination directe, là, je pense que ça peut vraiment être cool, quoi. Ouais, je pense que ça peut vraiment pimenter ce début de saison. Et effectivement, les matchs à enjeu, je pense que ça va vraiment valoir le détour. Donc, je suis de ton avis, c'est plutôt une bonne chose. Et en tout cas, il faut laisser la chance à ce truc de se mettre en place. J'aimerais parler, avant de commencer nos sujets, du MOOC Rivers, qui est sorti fin octobre, qui s'appelle Losers. 240 pages sur l'art de perdre et les enseignements que l'on retire dans la défaite, car un échec, aussi douloureux soit-il, peut aussi et souvent être le point de départ d'une ascension vers la gloire. C'est aussi ça qui donne toute sa saveur à la victoire. Vous posez des questions assez fascinantes. C'est quoi la différence entre un winner et un loser ? Mieux vaut-il être un beautiful loser ou un mauvais winner ? Ça, j'adore. Pourquoi et comment certains joueurs considérés comme des losers n'en sont peut-être pas vraiment ? Et ainsi de suite. Dans ce MOOC, Théo et ses équipes vous parlent de Charles Barkley, de Tracy McGrady, des Sixers de 1973, de l'équipe de France 2008, mais aussi de Greg Oden, de la Team USA 2002, des Sacramento Kings, de Sam Hinkie ou encore de Nick Anderson, Nick the Brick. Théo, je te laisse présenter la suite sans trop en dévoiler, mais encore une fois, vous avez en plus une batterie d'invités absolument incroyable. Je te remercie, Josh. Ouais, en fait, on avait le sentiment que depuis, ces dernières années, peut-être depuis une dizaine d'années, tu vois, le poids des titres finalement dans les palmarès des joueurs, un peu le sentiment que ça prenait de plus en plus de place ou une place parfois trop importante, et qu'aussi qu'on se servait maintenant, c'était passé un petit peu dans le vocabulaire même français de traiter comme si le loser était devenu la plus grosse insulte possible. Ouais. Et c'est quelque chose qui nous dérangeait un petit peu parce que finalement, parmi les mecs qui ont jamais gagné de titre NBA, il y a des gars à qui on peut pas, selon nous,
coller cette étiquette de loser. C'est un terme trop réducteur derrière lequel se cache tout un tas de réalités très différentes. Donc l'idée, c'était un petit peu d'enquêter là-dessus. Et pour être tout à fait honnête, on s'est aussi, enfin moi, ça m'a beaucoup inspiré. C'est le fantastique documentaire de Mickey Duzic sur Netflix qui s'appelle Loser, dans lequel Tout à on voit fait. différents sportifs à Tout qui à on a fait. collé cette étiquette. J'ai trouvé passionnant et c'est super parce qu'on a eu enfin moi j'ai eu l'occasion de l'interviewer justement pour notre grande interview croisée du début du MOOC mais voilà, je trouve que c'est aussi quelque chose si on veut parler un petit peu de la société en général sortie du sport où voilà, on a le sentiment, du moins moi j'ai le sentiment qu'on a un peu moins de compassion maintenant, tu sais, pour les gens qu'on considère comme des losers ou qui sont pas bling bling ou dont la vie ressemble pas à celle des grands gagnants de la vie. Il y a beaucoup de manque d'empathie pour ces gens-là et donc voilà, c'était un petit peu l'idée de prendre enfin d'aller à revers un petit peu de ce qu'on peut entendre ou du sens de la société, puis de voir que derrière toutes ces histoires il y a toujours des histoires passionnantes en fait, parce que ça n'existe pas un winner. Enfin, il n'y a pas de mecs qui ont jamais perdu, il n'y a pas de mecs qui ont fait que perdre, donc la réalité est toujours plus dans le gris que dans le blanc ou dans le noir, donc c'était un petit peu l'idée de ce MOOC. Oui, complètement. C'est pour ça que je trouve absolument fascinant le sujet que vous avez choisi. Et j'ai même envie de dire, il y a toujours de l'humain en fait derrière les losers, comme on dit. Et quand on rentre par cette porte-là, quand on se penche sur les parcours, les épreuves traversées, comment ils ont vécu les échecs et comment ils ont réussi à les transcender, que ce soit d'ailleurs dans le sport ou en dehors du sport. Des fois, tu as des gens qui réussissent des parcours de vie hors des caméras après avoir connu des échecs publics et Ouais. qui malgré tout ont réussi dans la vie. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans cette idée-là, en fait, c'est qu'on parle aussi de l'humain au-delà du sportif. Ouais, voilà, c'est complètement ça. Tu sais, c'est un petit peu l'idée selon laquelle finalement, quand tu gagnes, t'apprends pas forcément grand-chose quand tu gagnes. C'est quand tu perds que t'apprends parce que t'es obligé de te poser tout un tas de questions sur pourquoi t'as pas réussi. C'est forcément un vecteur de progression, que ça soit dans le sport ou simplement dans la vie de tous les jours. Donc effectivement, nous on trouve que cet angle-là est vraiment intéressant. Et puis, bah, on a eu de la chance d'avoir des super intervenants, vraiment. Tu vois, je pense à Jean-Michel Lucenec, un des plus grands escrimeurs de tous les temps, en tout cas français de tous les temps, qui a connu des hauts et des bas, qui a pu nous partager un petit peu son expérience, ou même Stephen Brun ou Stitchy Kambou, qui ont connu la campagne de l'équipe de Mmh. France à laquelle tu faisais allusion en 2008. Là, c'est un petit peu une équipe de mecs qui sont partis au casse-pipe, en gros, voilà, en sachant que de toute façon, s'ils réussissaient leur mission, personne leur en serait gré, et s'ils se plantaient, tout le monde allait les pointer du doigt. Voilà, c'est des exemples comme ça, mais ouais, l'humain est toujours au cœur de la performance sportive, et c'est dans la défaite parfois qu'on le voit le plus, parce que tu sais, dans la victoire, on a l'impression que les gens sont des super-héros. C'est plus dans la défaite qu'on voit un petit peu les failles, ou du moins voilà, ouais, c'est ça, un petit peu ce qui rend les gens humains et qui fait qu'on peut s'identifier à eux. Et puis voilà, aussi dans la réflexion, il y avait, tu sais, la fameuse phrase à laquelle tu faisais référence tout à l'heure, là, de Yanis après Mmh. l'élimination des Bucks en playoff, qui disait que pour lui, il n'y avait pas d'échec dans le sport. Donc voilà, c'est aussi des choses qui sont intéressantes à creuser, je trouve, que tu peux pas balayer d'un revers de main, voilà, qui sont plutôt intéressantes. Donc c'est ce qu'on a essayé de montrer dans ces 240 pages. Ouais, c'est ce qui forge un caractère et c'est ce qui fait que l'histoire est belle finalement. C'est jamais. Enfin, moi qui suis un des plus grands fans de Michael Jordan, puisque c'est ma génération, voilà, on connaît tous l'histoire du mec qui va buter contre les Pistons, encore et toujours jusqu'au jour où il va enfin réussir à vaincre ses vieux démons. Et, euh, et ça rend l'histoire, ça lui donne un côté fictionnel presque. Tu sais, ça fait partie après des histoires qu'on aime se raconter, qu'on aime se remémorer, et on se dit, tu te rends compte quand même ce qu'il a fait, quoi. Tu vois. Ouais, c'est C'est. clair. C'est ce qui fait aussi que, tu vois, parfois des mecs comme LeBron sont hyper critiqués parce que Hmm. de l'extérieur, on a l'impression que tout a toujours été super facile pour eux. Donc, c'est plus facile de se rallier derrière tel l'underdog ou celui que tu as vu galérer parce que tu dis, ah ouais, il prend sa revanche. Alors que celui qui a toujours été devant, finalement, tu dis, bon, bah, c'est normal, il est trop fort ou il est trop ceci. Il y a moins cet effet de se reconnaître
dans certains personnages, quoi. Ouais, t'en parles d'ailleurs de LeBron James et de Stephen Curry il me semble vous en parlez dans le MOOC, du fait que LeBron James, par exemple, il est défait en finale NBA lors de sa première saison avec le Heat. Stephen Curry qui, après sa saison absolument, je sais pas moi, transcendantale en, en 2016, où son équipe remporte 73 victoires, bat le record des Bulls qui semblait absolument intouchable. Il s'écroule après avoir mené 3-1 en finale NBA face à Cleveland. Il y a ça aussi, ils sont au top, ils sont au sommet, et puis tout d'un coup, la chute, elle est vertigineuse, quoi. Ouais, exactement et puis c'est aussi quelque chose, je pense, dont on peut, enfin, je veux dire, c'est des choses qu'on connaît aussi dans nos vies de tous les jours, en fait, au-delà du sport, quoi. C'est aussi un petit peut-être un peu un cliché, mais finalement, le plus important, c'est pas tant de voir, les gens se planter, c'est de voir s'ils vont pouvoir rebondir et s'ils y arrivent dans quelle mesure, comment, alors certains ont réussi dans le sport, d'autres ont réussi dans leur vie, tout simplement. Il y a un papier vraiment intéressant sur, Greg Oden, notamment, Ouais, où on voit un peu comment bah, lui il a rebondi dans sa vie, alors loin des parquets, enfin loin, sur le bord du terrain plutôt que sur le terrain, mais aussi forcément nous on a tendance à résumer les athlètes à leur simple performance sportive, mais derrière il y a tout à tout le fait. reste de leur vie. Tu vois, même un mec comme finalement comme Karim Abdul-Jabbar, tu te rends compte de tout ce qu'il a fait sur le terrain, mais son impact le plus important est peut-être maintenant ce qu'il a fait en dehors, puisque c'est il a continué à faire des choses en dehors des terrains, donc c'est ça aussi qui est intéressant, quoi. Oui, absolument. En tout cas, voilà, je conseille vivement les auditeurs de se pencher sur ce MOOC-là. C'est encore possible de le commander? Ouais, ouais, absolument. Donc, exclusivement donc sur notre site basketsession.com. Là, il est encore disponible, mais tu fais bien le dire parce que c'est vrai que c'est des éditions limitées. Donc, Oui, une fois qu'il voilà, y en a ouais. plus, il y en a plus. Mais ouais, ouais, c'est toujours disponible sur basketsession.com. Ouais, vous allez faire des rééditions, c'est pas possible. Il y a des trop beaux numéros. Ah, c'est gentil. Bah oui, peut-être. On en a fait deux pour l'instant. Donc, du premier sur Los Angeles et un autre sur New York. On Ah verra pour oui. la suite. C'est les deux seuls qu'on a réédités. C'est pas sûr qu'ils soient tous réédités. On verra ça, quoi. Alors avant d'entamer les sujets basket, purement basket NBA, j'ai vu que Shey Mamou nous a fait du teasing là sur les réseaux à propos d'un truc, on ne sait pas de quoi il parle. De quoi parle-t-il, Théo? J'ai besoin que tu éclaires ma lanterne là. J'ai Bah besoin de écoute, savoir. je peux pas te le dire précisément, mais c'est vrai What? qu'on, ouais, ouais, je sais, c'est climatique au maximum, mais J'aurais pas l'exclusivité quoi. Merde. non, mais par contre, voilà, c'est vrai qu'on bosse depuis plusieurs mois sur un projet secret entre guillemets, un nouveau projet qu'on va sortir mardi. Donc, si jamais vous aimez bien River, si vous aimez le basket en général, si vous avez pratiqué le basket, on a quelque chose, je pense, qui devrait qui devrait plaire en tout cas à pas mal de monde. Et c'est vrai qu'on a fait un peu les teasers là, on a balancé une partie des Un infos peu seulement, beaucoup, mais ouais. ouais, mardi à 10h30, on révèle tout sur Basket Session. Vous verrez ce qu'on vous a préparé Ah, en vous plus. allez nous faire un live ou quoi? C'est quoi ce truc là? On a l'impression Non, que vous allez nous faire un gender reveal là. C'est une fille ou un garçon? non, Ouais. c'est notre version à nous de The Decision, en espérant qu'on fera moins de malheureux que LeBron à l'époque. Ah là là, excellent. Bon, très bien. Eh ben, écoute, on sera là mardi 10h30, c'est ça? Exactement. Ok. Eh ben, c'est noté. On sera au rendez-vous pour découvrir ce truc. J'ai vraiment hâte de voir quel projet vous nous concoctez. J'aimerais parler avec toi pour commencer des Bucks de Milwaukee. Qui ont été défaits la nuit dernière face à Indiana, malgré les 54 points de Giannis Antetokounmpo, d'une efficacité redoutable au tir, mais 8 ballons perdus, dont 2 en fin de rencontre particulièrement coûteux. Une défaite sans Damian Lillard sur le terrain qui reposait une douleur au mollet. Pour le moment, Milwaukee affiche une des pires défenses de la ligue, ils sont 25e, ce qui n'était pas l'idée étant donné le personnel qui compose l'effectif et le coach qui se trouve sur le banc, même si c'est un coach qui est dans sa première année, hein, Adrian Griffin. Il possède la 8e attaque en termes d'efficacité, une moindre consolation, j'ai envie de dire, quand on a Lillard et Giannis ensemble sur le terrain. Alors, il est encore trop tôt pour tirer la sonnette d'alarme. La semaine prochaine, je vais essayer de vous proposer une analyse un peu plus pointue des Bucks et je vais me pencher sur cette question. Mais je voulais savoir quand même, Théo, quel était ton sentiment sur le début de saison de Milwaukee?
Ouais, c'est un peu compliqué. Je t'avoue que dès l'intersaison, en fait, je m'étais posé des questions sur leur défense parce qu'ils ont perdu quand même des joueurs qui étaient très importants de ce côté-là du terrain, notamment sur les postes arrière. Je pense à Jevon Carter, moi, que j'avais Ouais, trouvé vraiment excellent avec Milwaukee l'an dernier dans qui est ce parti aux registre-là. Bulls. Ouais, Qui est parti aux Bulls. Ils ont finalement Grayson Allen qui est parti et qui se retrouve aux aux Suns, Suns. qui Ouais. malgré ses limites, en playoff en tout cas, était un excellent joueur de saison régulière et notamment défensivement. Donc clairement, ils se sont affaiblis de ce côté-là. Derrière, ils ont donc mis en place ce trade qui fait partir l'un des tout meilleurs défenseurs de toute la ligue, Jrue Holiday, pour récupérer l'un des meilleurs attaquants de toute la ligue, Damian Lillard. Donc forcément, il y avait ce déséquilibre qu'on voyait venir. Encore une fois, hein, je pense, enfin, comme on en a parlé parfois entre nous à Basket Session, mais je pense pas que les Bucks, que leur effectif est clos. Ils vont devoir forcément se renforcer, je pense, défensivement au cours de la saison. Donc début compliqué, d'autant que effectivement, tu l'as noté, Adrian Griffin, première saison en tant que head coach, et tout nouveau schéma défensif, complètement différent de ce qui était proposé jusque-là par Budenholzer. Et ben tout ça, ça fait beaucoup. Et effectivement, tu prends cette équipe des Bucks qui était tout le temps parmi les toutes meilleures, voire la Ouais, meilleure défense de la NBA. Cette année, voir qu'ils sont 25e, c'est une chute assez c'est choquant. considérable. Ouais. Alors voilà, en attaque, c'est mieux. Clairement, quand tu as Damien Lillard et Yanis, comme tu disais, ça ne peut qu'être mieux. C'était aussi la grande limite, je pense, de Budenholzer avec les Bucks, c'était cette difficulté à mettre en place du jeu offensif. Mais il faut quand même que ça s'équilibre. Et donc, bon, il y a eu des blessures. Il y a le cas de Chris Middleton qui est vraiment compliqué parce qu'il est toujours Tout à limité. fait. Je pense qu'il peut pas jouer plus de 25 minutes. En gros, il est une limite de temps par match. Il faut qu'il se remette. Il est indispensable au fait que Milwaukee puisse être ambitieux. Mais je pense que défensivement, effectivement, il faut soit que les joueurs commencent à se familiariser à ce tout nouveau, à ces nouveaux principes défensifs, soit que qu'Adrian Griffin trouve le moyen de combler les brèches en attendant de pouvoir développer les choses qu'il a envie de développer, peut-être en repartant sur des choses des automatismes que l'équipe avait par le passé. Mais ouais, la saison est longue, il y a du temps, mais voilà, c'est dans l'objectif de jouer le titre en tout cas. Pour l'instant, c'est un peu compliqué du côté de Milwaukee. Ouais, ça fait beaucoup de choses là, qui commencent à s'accumuler. Il faudrait pas que ça dure non plus trop longtemps parce que ça peut vite devenir éreintant psychologiquement. Moi, il y a quelques trucs qui m'inquiètent quand même. Bon, Damien Lillard, si tu regardes ses stats, pour l'instant, c'est pas bon. Il est pas en rythme. Il arrive pas à régler la mire. Ses pourcentages de réussite sont assez moches. Euh, Quand il joue avec Giannis Antetokounmpo, donc avant le match de jeudi, quand ils étaient tous les deux ensemble sur le terrain, les Bucks scoraient 104,9 points toutes les 100 possessions, ce qui est le pire ratio offensif à part deux équipes, Portland et Memphis. Autant dire les deux équipes qui sont au fin fond du classement. Et donc ça, personnellement, moi, ça m'intrigue quand même. Je me dis, au-delà du fait que oui, ils n'ont pas encore les automatismes, ils ont pas encore trouvé leur rythme. Je trouve ça assez inquiétant le fait que ces deux gars-là, qui sont individuellement parmi le gratin du gratin offensivement de la NBA, n'arrivent pas à être plus efficaces et à impacter de manière plus probante le collectif autour d'eux. Quoi. Ça m'inquiète. Et, euh, et Antetokounmpo, enfin, quand je regarde cette équipe évoluer depuis le début de la saison, j'ai du mal à saisir en fait enfin, quelle est l'idée en fait offensivement mis en place par Griffin et le coaching staff sur le terrain. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Je trouve qu'il y a beaucoup de déchets, notamment dans les prises de décision, dans les prises de shoot. Alors je comprends que tu puisses laisser le feu vert, notamment à Giannis, à te prendre certains tirs. Tu vois, hier soir contre Indiana, c'est rentré. Hein, il a rentré énormément de shoot à mi-distance. Il était à 16 sur 18 au lancer franc. Très excellent match, mais je sais pas. J'ai quand même des doutes sur la stratégie en place pour l'instant. Pour moi, ça me saute pas aux yeux ce qu'ils sont en train de faire en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, je comprends complètement. Je pense aussi qu'honnêtement, Griffin pourra pas garder dans sa rotation un 5 avec Damian Lillard et Malik Beasley. Ça Ouais, me semble pas jouable. Tu sais, ça me fait un petit peu penser je suis dans une d'accord. moindre mesure aux Knicks de Thibodeau qui mettaient Evan Fournier
Ah, c'est fou, attends. Son nom m'échappe, tu sais, le joueur qui a signé à Monaco en début de saison. Kemba Walker. Merci, ouais, voilà. C'est-à-dire que sur le papier, tu savais que ça pouvait. C'est pas que Evan ou Kemba Walker sont des mauvais joueurs. C'est juste tu peux Tout à pas les fait. associer ensemble si tu veux avoir un 5 qui tienne la route défensivement. Et là, c'est un petit peu de la même manière. Je vois pas comment ton 5 peut tenir la route si tu commences avec Bisley et Damien Lillard dans le backcourt. Ça me semble injouable. Donc je pense que ça risque quand même d'être la première variable d'ajustation pour Griffin. Ouais, moi, je suis vraiment. Je pensais pas avoir autant de questions qui se posent concernant les Bucks, et pour l'instant, je suis loin d'être convaincu par ce que je vois sur le terrain. Et toi, Giannis Antetokounmpo, autant tu peux trouver ça assez formidable de le voir planter 54 points, et ça l'était. Tu vois, le match, il est époustouflant de puissance. Enfin, le Giannis qu'on connaît, le double MVP qu'on connaît, quoi. Mais moi, ce qui me fait peur quand je vois ça, c'est la débauche d'énergie colossale qu'il est obligé d'avoir euh, dans un match pareil, quoi. Où tu te dis, tu t'attends pas à ce que ça soit la lutte à ce point face à Indiana, même si Indiana est une très bonne équipe, hein, qu'on s'entende bien. Mais 54 points, et ça suffit pas pour remporter la victoire au final, quoi. Et tu te dis, waouh, enfin, même s'il manque Damian Lillard, ça veut dire qu'il y a quand même des grosses lacunes dans cette équipe, quoi. C'est clair. Après, forcément, quand tu fais venir Damien Lillard, tu te dis que tu joues le titre, en fait, quand t'as Yanis et Damien Lillard. Mais en réalité, je pense que les Bucks, en interne, le but, c'est peut-être pas forcément le titre cette année. Leur premier objectif, Ouais, c'était de s'assurer que Yanis Antetokounmpo re-signe, en fait. tout à fait. Et il avait demandé un move significatif, ils l'ont fait. Donc maintenant, ils ont à nouveau un petit peu de temps. Alors, ils en ont pas beaucoup, mais ils ont quand même un petit peu de temps pour renforcer l'équipe. Et finalement, peut-être qu'en interne, le but, c'est Hmm. pas tant de gagner le titre cette année, mais c'était de pouvoir sécuriser Yanis en faisant venir un autre fort joueur et puis de renforcer le roster pour pouvoir le jouer éventuellement dès la saison prochaine. Après, j'exclus pas le fait que ça puisse cliquer, qu'il y ait, tu sais, des bons ajustements avant la deadline des trades en février et que Milwaukee, je pense qu'ils vont vraiment essayer d'aller le plus loin possible. Mais au bout du compte, je pense que c'est pas forcément un titre ou rien pour Milwaukee cette saison. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Tu as tout à fait raison de souligner ça. L'objectif du front office des Bucks aussi, en faisant venir Damian Lillard, c'était surtout de faire re-signer Giannis Antetokounmpo, qui avait commencé à mettre la pression sévère Ouais. sur tout le monde. Et c'est mission réussie. Donc voilà. Et on savait bien que l'équipe allait être un peu fébrile. Tu as bien fait aussi de rappeler que Chris Middleton est le joueur à suivre en ce début de saison. L'an dernier, la saison passée a été gâchée par les blessures. Et là, il est sur le retour. On ne peut pas trop lui en demander pour le moment. Tu vois, hier, face à Indiana, il a montré quelques bribes de trucs qui étaient plutôt encourageants, des bribes dans son jeu où tu te dis, tiens, il y a moyen qu'il soit sur les bons rails pour revenir à son niveau. Et les Bucks ont clairement besoin d'un Chris Middleton en pleine possession de ses moyens, quoi. Ou du moins, enfin, je sais pas s'il est capable s'il sera en mesure de retrouver le niveau qui était le sien en 2021, mais on verra. On verra ça. On va parler des Warriors et de la conférence Ouest. Champion en 2022, les Warriors avaient débuté la saison passée sur un coup de poing, celui de Draymond Green dans le visage de Jordan Poole, qui aura in fine largement participé à faire dérailler leur chance de défendre leur titre. Incapables de gagner à l'extérieur, ils avaient fini par s'incliner au second tour dans la conférence Ouest face aux Lakers. Cette saison, Golden State compte sur la venue de Chris Paul pour piloter les remplaçants et apporter son professionnalisme et sa vista sur le terrain. L'idée pour les Warriors pourrait se résumer ainsi. Chris Paul peut-il leur permettre de survivre les minutes où Stephen Curry souffle sur le banc? Pour le moment, avec un bilan de 6 victoires, 3 défaites dans les 9 premiers matchs de la saison, les Warriors affichent plutôt une belle cohésion sur le parquet. L'absence de Draymond Green et le fait qu'ils n'ont pas encore joué 10 matchs rend difficile toute analyse de fond. On en est encore à cette période de l'année où c'est quand même très compliqué de dire exactement, de sortir des grandes tendances. Mais quand on regarde jouer cette équipe, je sais pas ce que tu en penses, Théo, mais on a quand même l'impression que collectivement, ce groupe peut prétendre à sortir de la conférence Ouest. Et on sait que cette conférence Ouest va être un coupe-gorge encore cette saison. Quelles sont tes premières impressions?
contre les Eh ben Warriors. écoute, ouais, ben, on en parlait un petit peu avec mon collègue Antoine Pimel en début de semaine là, dans notre podcast, mais moi j'avais été hyper surpris de voir Chris Paul débarquer à Golden State, pas tant en raison du niveau actuel de Chris Paul, mais parce que j'avais vraiment du mal à me l'imaginer se fondant dans le style de jeu des Warriors. C'était vraiment une question de fit en fait que j'avais du mal à voir. Et moi je suis séduit en fait. Vraiment, Ouais, je pense qu'il s'est parfaitement intégré parce que les raisons que tu citais tout à l'heure, en fait, l'an dernier, les Warriors avaient le meilleur 5 de toute la ligue, tout à fait. tout simplement. Par contre, banc catastrophique et incapacité de gagner des matchs à l'extérieur. Cette année, j'avais regardé les stats en début de semaine, mais le banc des Warriors était tout simplement le deuxième meilleur de toute la ligue. Et les Warriors ont commencé la saison en étant la meilleure équipe à l'extérieur. Donc tu as l'impression que les deux, finalement, gros talons d'Achille de cette équipe avaient été compensés. Et je pense que Chris Paul y est pour beaucoup là-dedans. Alors il est complètement hors rythme sur le tir. Hein. C'est catastrophique depuis le début de saison. Oui, oui. Mais ça, voilà, ça va se lisser, ça va se gommer. Et la manière dont il pilote le deuxième 5 des Warriors est parfaite. Je pense que les bonnes performances de Kuminga, il y a beaucoup à voir dans le fait qu'il joue à côté d'un mec comme Chris Paul et aussi de Dario Saric. C'est-à-dire que maintenant, dans le deuxième 5, il y a deux playmakers qui peuvent participer à mettre en place le jeu. Et j'ai bien aimé les minutes durant lesquelles Chris Paul jouait avec les titulaires. Voilà, c'est un joueur suffisamment intelligent pour se fondre dans ce style de jeu. J'aime bien ce qu'il peut apporter dans le sens où il essaie pas de monopoliser la balle, même si parfois on a pu le voir sur les fins de match où il y a un peu quand même les automatismes qui reviennent. Du moment où il garde un peu la balle parce que vraiment il veut mettre en place le système, alors que Ouais. c'est pas vraiment comme ça que jouent les Warriors. Mais ça, voilà, moi je pense que si on est optimiste, c'est vraiment des choses qui peuvent se mettre en place au cours de la saison. Et cette équipe des Warriors va être redoutable et va vraiment être à respecter et à regarder de près tout au long de la saison. Ouais, en bossant ce segment du podcast, tu sens bien, et c'est exactement ce que tu viens de dire, tu sens bien ce truc-là. Quand tu entends Kuminga parler, tu sens à quel point la présence de Chris Paul, pour lui, est un bonus, mais hallucinant. C'est-à-dire il explique, voilà, Chris Paul m'indique où je dois être sur le terrain, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire. Et pour lui, c'est très rassurant. Et je pense que Steve Kerr, quand il voit ça, et Steve Kerr, quand tu l'entends parler de Chris Paul, c'est pareil, tu sens que il est ravi de l'avoir dans l'effectif. C'est le gros cliché de dire ça, mais c'est comme un deuxième coach à avoir, un autre assistant coach à avoir avec soi, en fait, mais qui est sur le terrain et qui se connecte directement aux joueurs. Et tu sens bien l'influence ultra positive qu'il peut avoir sur Jonathan Kuminga, Moses Moody et les deux autres rookies là, dont j'ai oublié les noms. Je suis pas encore assez familiarisé Il y a avec le fils de Del Davis et puis C'est ça exactement, ouais. ouais, Ouais, Podemski ou ouais, exactement. c'est ça. Ouais. Et, euh, et pareil, tu vois, tu sens qu'il y a sa présence, elle est ultra bénéfique pour eux, et que j'ai l'intime conviction que c'est un joueur qui est capable de faire gravir des échelons beaucoup plus rapidement à ces joueurs-là pendant la saison, notamment un mec comme Kuminga qui a déjà une certaine expérience et qui ne demande qu'à éclore aux yeux et à la face de tous. Et je pense que ça peut vraiment être, il peut vraiment être, avoir un rôle déterminant là-dedans. Stephen Curry dit exactement la même chose que ce que tu viens de souligner. Il dit Chris Paul, il permet de faire la connexion entre tous les line-up, tous les effectifs. C'est-à-dire qu'il fait la connexion entre le 5 majeur et le banc. Quand il est sur le banc, c'est lui qui gère les opérations. Quand il est avec des membres du 5 majeur, bah les Warriors ne perdent pas pied et il est là, il apporte cette expérience, il sait se mettre en retrait pour laisser Stephen Curry faire ce qu'il fait et donner les bons ballons pour Klay Thompson et pour tout le monde. Il décide de distribuer la balle. C'est un pur meneur de jeu, Chris Paul. Et ça, je trouve ça génial. Et dernière chose, et après je te laisse la parole, mais Draymond Green explique un truc qui me semble primordial et totalement différent de ce qui a pu se passer l'an dernier. Il explique, cette saison, contrairement à la saison passée, les joueurs arrivent plus tôt aux entraînements, partent plus tard des entraînements. On est en train de retrouver, de recréer, de rebâtir cette camaraderie qui a fait notre force dans les années, à la moitié des années 2010, là, 2015, quand les Warriors sont arrivés sur le devant de la scène. Et il dit,
Ça, pour moi, c'est un très bon signe parce que c'est exactement la force qui fait, enfin, c'est ce qui fait la force de cette équipe, quoi. Ouais. Et voilà. Ouais, c'est sûr que déjà, si t'as pas peur de te prendre une patate quand tu viens à l'entraînement, ça te motive peut-être un peu plus à arriver tôt et à repartir tard. C'est Mais sûr. non, et puis après, ce qui est, enfin, c'est pour la blague, mais ce qu'on oublie, enfin, ce qu'on oublie presque de dire, parce que ça tombe tellement sous le sens que finalement, même moi, enfin, je me prends à ne pas le souligner. Bah, c'est quand même le niveau incroyable de Stephen Curry en ce début de saison, une fois encore. Euh, Hallucinant. et voilà, C'est et irréel, puis, Théo. C'est irréel. c'est exactement ça, mais tu sais, c'est le problème de ces joueurs-là, c'est qu'on est tellement habitué à ce qu'ils soient sur de tels standards qu'après ça devient ça devient le quotidien, quoi. Tu le soulignes même plus. Et Mais j'ai deux stats de ouf. vas-y, vas-y. Il termine, il conclut à 86% de réussite au tir près du cercle. Et il marque pratiquement 150 points tous les 100 shoots tentés selon le site Cleaning the Glass. Ça C'est a pas de sens. absolument... Ouais. Mais non, mais ouais, voilà, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tout simplement. Et son true shooting percentage, pour l'instant, il est à 73%. Je veux dire, sachant que son plus haut true shooting en carrière, c'est 67,5. Donc, ça va descendre, bien évidemment. Mais là, c'est même plus incandescent, il est radioactif, quoi. Ouais, non, mais ouais, tous les signaux sont ouverts, hein, vraiment. Je pense que malgré tout, euh, autre facteur hyper positif, c'est que pour l'instant, les Warriors peuvent se permettre de limiter les minutes de Chris Paul comme jamais. Il a jamais aussi peu joué en fait de toute sa Mm. carrière, ce qui explique pourquoi ses stats sont autant en baisse, notamment au scoring. Mais ça, c'est parfait aussi, je pense que Mais tout à et, fait. et je pense que voilà, c'est un club qui a l'intelligence de comprendre que finalement, l'important, c'est vraiment ce qui va se passer en playoff et que des blessures, les Warriors vont en connaître, c'est sûr. Mais que je pense qu'ils auront à cœur de garder un œil là-dessus et de pas prendre de risques inconsidérés avec Chris Paul pendant la saison régulière, de le garder vraiment dans avec cette jauge là, il joue moins de 30 minutes par match. Et ça, je pense que c'est essentiel voilà, s'ils veulent avoir une chance d'avoir un Chris Paul en forme au moment où ça comptera le plus. Ouais. On est d'accord. Je vais te poser la question. C'est une question qui est beaucoup trop tôt de poser cette question maintenant, mais quand même. Euh, Les Warriors avec Stephen Curry, avec voilà Draymond Green, Klay Thompson, Chris Paul. Est-ce qu'on est d'accord qu'ils sont contenders dans cette conférence Ouest? Pour, Malgré ce déficit de taille, j'ai envie de dire, qui est peut-être pour moi leur talon d'Achille dans une conférence Ouest qui, notamment si tu regardes Denver et les Wolves, et on va en parler de ces deux équipes-là, euh, voilà, c'est peut-être leur point faible. On l'a vu l'an dernier face aux Lakers, c'était pareil. Voilà, mais on est d'accord que les Warriors, là, ça a l'air quand même d'être du sérieux. non, pour moi, ils font clairement partie des contenders, hein. Je pense que ils Ouais. seront parmi voilà peut-être les 4 équipes, tu vois, que je te citerais de tête si tu me demandais qui a une chance d'aller en finale à l'Ouest, quoi. Ouais, bien sûr. Euh, Parlons de la conférence Ouest. On va parler un petit peu justement des concurrents qui se trouvent dans cette conférence. Et j'aimerais en profiter avec toi pour parler des premiers matchs de James Harden aux Clippers, parce que ça s'est produit cette semaine. On Ça va fait parler part... de James Harden qui joue au basket, c'est ça que tu essaies de me dire? Exactement. Et il avait des baskets, il avait un short même Ça fait apparemment. un moment, dis donc, que c'était pas Ouais. arrivé ça. Et il a fait deux matchs, un face aux Knicks, un face aux Nets. Alors, je t'avoue très clairement, Théo, c'était pas un super plaisir de regarder ces matchs-là. J'ai trouvé ces matchs-là bizarres, si je reste poli. Euh, Il y a plusieurs choses qui m'ont sauté aux yeux. Alors, c'est beaucoup trop tôt, et c'est ce que j'ai déjà dit la semaine dernière et par rapport au transfert de James Harden aux Clippers. Mais franchement, bonne chance à Tyronn Lue pour faire fonctionner cette histoire. C'est, Ça me semble, mais tellement insoluble et sans un mouvement supplémentaire de la part des Clippers pour essayer d'équilibrer cette équipe, ce collectif. Je sais pas comment c'est possible. Je reste persuadé que s'il n'y a pas un seul de ces gars-là pour poser des écrans, pour faire le sale boulot, pour faire des trucs de role-player, ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas, je suis désolé, ça fonctionnera pas. Je pense pas que ça puisse fonctionner. Il y a trop de fois pendant ces matchs-là où j'ai vu un joueur qui avait le ballon, que ce soit George, Harden,
ou Kawhi, et tous les autres qui regardent autour. Et puis alors, James Harden, où il reçoit le ballon, il est grand ouvert à 3 points, il fait un dribble, il fait un step back, il re-shoot à 3 points. Non, quoi. C'est plus possible. Je peux pas regarder ça en me disant, c'est beau le basket. C'est pas possible, en fait. Je suis désolé s'il y a des fans de James Harden qui m'écoutent. Je suis pas un hater, c'est juste que ce style de basket, c'est compliqué pour moi d'avoir du plaisir à regarder ça. Ouais, ça, je le comprends complètement. Moi, après, ce qui me fatigue en plus, c'est que je t'avoue que le fait de forcer 3 équipes différentes en 4 ans à t'échanger, Oui, je trouve ça un peu usant quand tu vois les sommes accumulées. c'est Après, sûr. pour être honnête, en ce qui concerne le projet de jeu des Clippers, je suis pas certain en fait que le projet de jeu des Clippers implique le fait de jouer avec ces 4 joueurs-là. J'ai l'impression que comme l'avaient fait les Nets, hein, d'une certaine manière, faire venir James Harden, c'est plus essayer d'avoir une espèce d'assurance, de se dire bon bah nos mecs sont tout le temps blessés, il faut Ouais. au moins qu'on puisse en avoir 3 pour avoir une chance, sachant que celui qui a le moins de chances d'être blessé, c'est Russell Westbrook, hein, qui est Ouais. un des joueurs les plus fiables de ce point de vue-là. Et donc, je pense que le pari, c'est plus ça, en fait. Et tu vois, je serais pas étonné même si à certains moments de la saison, les Clippers jouaient mieux une fois que l'un des 4 sera pas là pour X raisons, parce qu'il y a quand même, voilà, Harden, Kawhi et Paul George, c'est des joueurs qui sont fragiles. En tout cas, James Harden là, a été hyper fiable pendant des années, mais sur les dernières saisons, c'est quand même un peu moins le cas. Donc, je pense que c'est plus ça le projet des Clippers. Mais bon, je t'avoue que je suis pas enthousiaste du projet. J'ai vraiment beaucoup de mal à voir un scénario dans lequel les Clippers pourraient faire partie des contenders dont on parlait tout à l'heure. Voilà, quoi, ça va Ouais. être compliqué. Et Oui. vas-y, pardon, Non, non, pardon. vas-y. Non, non, mais c'est un peu salaud, mais j'allais te citer ma stat préférée au sujet de James Harden. Vas-y. Vas-y. C'est que les Sixers sont à 6 victoires, une défaite. Je Ah non, trouve qu'il mais y a pas, il y a pas beaucoup plus à dire, je trouve, sur. la semaine prochaine, je ferai un numéro sur les équipes de l'Est et je vais parler de ça. T'as l'impression que cette équipe est revit, en fait. Ouais, Il y il y a a, il beaucoup. y Après, il y a un a... nouveau coach. Hein. Il y avait pas que James Harden. Il y a aussi le changement de coach. Beaucoup, je pense. Je vais pas reparler beaucoup des Sixers, mais en Ouais. tout cas, bon, sur les dernières années, James Harden n'a pas été un mec qui a porté chance aux franchises qui se sont saignées pour le faire venir. Non, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a un moment où, voilà, forcer 3 transferts en 3 ans, ne jamais se sentir redevable de rien, ne jamais quelque part prendre ses responsabilités et pointer le doigt vers soi-même et se dire bon bah peut-être que je fais partie du problème et pas du tout de la solution en fait à chaque fois. Et je sais pas. C'est et puis voilà, et c'est devenu enfin je sais pas comment ça va évoluer. C'est un comme je l'ai toujours dit, c'est un joueur qui est talentueux. Cette équipe n'a que des joueurs de talent dans son effectif. Maintenant, il avait été dit que Russell Westbrook serait sur le banc et que Terrence Mann serait dans le 5, et c'est pas ce qui s'est passé dans la rencontre face aux Nets. Donc, je me suis posé la question. Alors, après, Terrence Mann revient de blessure, donc voilà, ceci explique cela probablement. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer, cette histoire des Clippers. C'est pas en 2 matchs qu'on peut se faire une idée précise de ce qui va se passer, mais je sais pas. Voir tous ces joueurs se regarder les uns les autres faire leur truc et personne pour faire, comme je dis souvent, le sale boulot, les boulots de role player. Et tu vas pas me faire croire que c'est James Harden quand Tyronn Lue va lui dire hey, mec, faut que tu ailles poser un écran. Et t'as déjà vu James Harden poser un écran pour quelqu'un bientôt. Je veux dire, faut presque partir à la chasse au trésor pour trouver ça, quoi. J'exagère en disant ça, mais j'ai rien compté le nombre d'écrans qu'il pose. Russell Westbrook, pour le coup, qui avait quasiment jamais posé un écran de sa vie avant d'arriver aux Clippers, fait le taf. Tu vois bien qu'il essaie de faire. Il a vraiment essayé de changer sa manière de jouer pour coller aux besoins de cette équipe. Ouais, Bon après, an, mal an, tu vois, avec ses qualités et ses défauts. Mais on a vu James Harden faire des efforts, hein, que ce soit à son arrivée aux je Nets crois ou que t'allais son dire arrivée des aux écrans, j'allais dire ah Sixers. bon. Non, Non, des je écrans, déconne. pas des masses, mais Je essayer de se déconne. fondre un peu dans le collectif. Par contre, ça a jamais duré finalement. Au bout du compte, après, il l'a dit lui-même, hein, c'est pas un genre de système, c'est lui le système. Donc ça veut dire que c'est aux Clippers de s'adapter à James Harden. C'est ça que ça veut dire un petit peu quand tu lâches ce genre de phrase. Oui, mais on en est bien là. Enfin, pour moi, la question de la saison, c'est est-ce que James Harden va continuer à se... Parce que c'est pas possible. Je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas
Je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas que s'ils continuent à croire ça en arrivant dans une telle équipe, que ça puisse bien se passer. Je veux dire, quand tu arrives dans une équipe comme ça, tu dis pas c'est moi le système. Tu dis ok, je vais être prêt à faire une partie du sale boulot parce qu'il va bien falloir qu'on se le partage, le sale boulot à un moment ou un autre, pour faire briller le coéquipier. C'est Bah oui. indispensable en fait. Toutes les stars qui sont dans toutes les équipes NBA brillent parce qu'ils ont des joueurs à côté qui font le taf, quoi. Qui font les écrans, Toi qui es fan de Steven Adams. Steven Adams, tu demandes à tous les joueurs qui jouent avec lui, ils adorent ce gars-là parce qu'il pose des écrans, il prend les rebonds offensifs, c'est un enforceur dans la raquette. Enfin, voilà, t'as besoin des mecs comme ça, quoi. Et aux Clippers, je trouve qu'il y a plus grand monde qui fait ça. En plus, il y a Mason Plumlee qui s'est Ouais. blessé. Donc, je sais pas, trop bizarre. Ouais, ce qui est vraiment dur parce que pour le style, Plumlee, il est parfait pour le style de jeu de James Harden parce que Pour le coup, j'ai ouais. vu que James Harden essayait d'envoyer Zubac au alley-oop, il va falloir qu'il règle un peu la mire parce que c'est pas tout à fait la même hauteur qu'avec Clint Capella, quoi. Ah, c'était tellement drôle, ça. C'était extraordinairement drôle. Mais bon, ouais, je sais pas. On verra, écoute, si James Harden arrivera à prendre conscience des choses. J'ai hâte de voir quel genre de dialogue il va y avoir entre lui et Tyronn Lue. Bon, on verra. C'est beaucoup trop tôt pour parler de tout ça, mais voilà, Très franchement, je suis pas sûr d'être la personne qui va passer beaucoup de temps sur les matchs des Clippers, quoi. Je vais sélectionner des matchs, mais voilà, je fais pas partie des enthousiastes, clairement. Vous l'aurez compris, quoi. Les Suns, incapables de mettre leurs trois stars ensemble sur le terrain. Il y a Bradley Beal qui a fait ses débuts l'autre jour, mais c'était sans Devin Booker sur le terrain. Pendant ce temps-là, comme à l'époque des Brooklyn Nets, Kevin Durant est en train de charbonner, quand bien même cet homme a 35 ans et sort de blessure majeure. Ton avis sur les Suns, Théo? Bah, tu l'as résumé en fait. Le problème, c'est que c'est le joueur qui devrait le plus être économisé C'est ça, qui est ouais. amené à jouer le plus parce qu'en fait, il y a un scénario où les Suns peuvent aller très très loin s'ils ont n'importe quelle équipe et un enfin, Kevin Durant et soit Devin Booker, soit Bradley Beal. Par contre, s'ils n'ont pas Kevin Durant, c'est mort. Ils peuvent pas espérer jouer le titre sans lui. Et donc, c'est l'inverse de ce qui devrait se produire pour les Suns dans ce début de saison. Et ça, je trouve ça vraiment inquiétant pour la suite. Après, je m'en fais pas, tu sais, ils vont enchaîner des séries de victoires. Il y a des moments où on va se demander, mais cette attaque, elle est incroyable, est-ce qu'ils peuvent aller au bout, etc. Mais là, ce que Kevin Durant est obligé de faire en ce début de saison, moi, j'ai vraiment peur que ça revienne les hanter, comme on dit Je parfois suis en d'accord. fin d'année, quoi. Ouais, voilà. Comme d'habitude, pas envie de faire mon Charles Barkley, mais une équipe comme ça qui est trop tournée sur le mid-range, trop sur le shoot extérieur, en playoff, j'ai vraiment des gros doutes, quoi. À part si tu t'appelles Stephen Curry et que tu es absolument historique en termes d'adresse et que derrière toi, tu as peut-être le deuxième meilleur shooter de l'histoire du sport qui joue à tes côtés. Voilà. Ça- le régime des shoots des Suns m'inquiète personnellement. Et c'est dû au profil des joueurs qui composent cette équipe. Et encore une fois, je trouve ça trop redondant. C'est trop, c'est trop la même chose. Il n'y a pas assez de variété en fait dans l'attaque, je trouve. Mais puis, alors Youssouf Nurkic, mon Dieu quoi, c'est dur quand même. Bah, c'est dur et puis c'est un joueur qui a du talent, hein, mais par contre le gros problème de Nurkic a toujours été la constance, que ça soit, Ouais, le fait tout de à pas se fait, blesser ou de pouvoir, répéter les efforts. Tu vois? Au bout du compte, moi je suis tout à fait. plutôt hyper enthousiasmé par, les performances de Drew Eubanks que je trouvais déjà très bon du côté de quand il était à Portland. Ouais, tout à fait. Tu vois? Dans l'activité, dans ce qu'il peut apporter, la diversité. Mais si tu en es à regarder ça, c'est un peu inquiétant quand même pour les Suns. Après voilà, c'est le début d'année. Comme on disait, hein, il y a des moments où ils vont enchaîner, ils vont être forts, mais je suis pas, je parierais pas ma chemise ou même mon polo sur le fait que les Suns soient champions cette année, quoi. Je peux pas m'empêcher quand je vois ce que les Suns ont récupéré dans le transfert pour DeAndre Ayton, quand je vois ce que les Kings ont récupéré dans le transfert de Bagley, et tu vois où je veux en venir assez rapidement. Mais Marvin Bagley, euh, voilà deux joueurs qui ont été pris avant Luka Doncic dans cette Mm. fameuse draft, et, et ça fait peur quoi. Ça fait peur quand même c'est c'est tu t'es croûté mémorablement quand même quand t'as fait ça quoi.
Même si Ayton, il y a des raisons. On sait Oui, parce que pourquoi. finalement, c'était moins honteux que Marvin Bagley, pardon. Tu Oui, c'est vois, vrai. Ayton, il est de l'Arizona, C'est vrai. c'est quand même un fort joueur. Je pense que finalement, ça s'est mal fini du côté des Suns, mais Ah l'année oui. où ils vont en finale, c'est en grande partie parce que DeAndre Ayton fait tout ce qu'il faut pour qu'ils y aillent. Donc voilà, je pense qu'on ne sait pas encore vraiment. Enfin, comment dire, le chapitre est pas refermé pour Ayton. Il est moins fort que Doncic, ça c'est sûr et certain. La question se pose pas, mais c'était pas forcément incompréhensible. Par contre, Marvin Bagley, là, c'est plus complexe. C'est clair. Je vais faire un petit victory lap en parlant des Wolves, qui après 2 premiers matchs très étranges pour débuter la saison, où j'ai quand même eu une petite sueur, où je me suis dit: «Putain, je me suis totalement, trompé» et ça sera pas la première fois, hein, je me trompe très souvent, complètement, je le reconnais, tout à fait. Mais depuis lors, oh my God, les Wolves, c'est la première défense de la ligue. Rudy Gobert est absolument central dans cette histoire. Quand il est sur le terrain, les Wolves ont un offensive rating qui est élite et un defensive rating qui est le meilleur de la ligue, tout simplement. Euh, alors, je continue de voir des gens qui critiquent Rudy Gobert. Et franchement, les gars, il y a un moment, il va falloir qu'on m'explique ce que vous trouvez à redire contre ce gars-là. Je sais plus, l'autre fois, il s'était fait allumer parce qu'il s'est pris un dunk face à Boston de Jalen Ah oui, de Brown. Jalen Brown, ouais. Et j'ai envie de dire, mais alors, d'une, les Wolves ont gagné ce match. Deux, le courage qu'il faut avoir pour aller conteste tous les shoots et tous les dunks et tous les mecs essaient de dunker sur la tronche en permanence tous les matchs. Ah, je veux dire, faut quand même lui reconnaître le fait qu'il n'a pas froid aux yeux, ce jeune homme. Et on a un pivot élite historique défensivement en NBA qui est français. Il y a un moment où on arrête de bouder notre plaisir ou pas? Je sais C'est dur, pas. hein, c'est dur. Je sais pas, il y a une espèce Je de, tu sais, comprends pas. d'élite sale gueule avec Rudy Gobert, avec des gens qui le Je détestent, sans que tu comprends comprennes pas. vraiment, même parfois en équipe de France. Alors, je parle pas de la campagne de cet été qui était compliquée, mais par le Oui. passé, même, tu vois, l'Euro précédent, j'avais beaucoup de mal à voir ce qu'on pouvait vraiment lui reprocher dans le fond. Je sais pas, c'est comme ça avec Rudy, malheureusement, je pense qu'il le sait, qu'il a compris qu'il fallait qu'il fasse avec, mais effectivement, il est pas apprécié, pas apprécié. Le début de saison des Wolves, Théo, il est épatant, non? Ouais, il est Il y a épatant. quelque chose il y a quelque chose qui est en train de se passer dans cette équipe. Même si, d'un point de vue contractuel, ça pourra pas vivre très longtemps, tout ça, mais il y aura des choix à faire qui vont être compliqués. Mais là, avec Karl Anthony Towns qui est mi-figue, mi-raisin depuis le début de saison, ils sont quand même très impressionnants. Ouais, c'est clair. En fait, tu sais, moi j'avais trouvé leur parcours en playoff vraiment Mmh. intéressant, même s'il a duré qu'un tour. Moi j'ai eu le sentiment que c'était l'équipe qui avait donné peut-être le plus de fil à retordre à Denver. En tout cas, pour moi, Rudy Gobert est le défenseur qui a le plus posé de problèmes à Jokic. Alors ça se voit pas dans les stats parce que le mec est tellement stratosphérique que tu regardes ses stats, tu dis bah non, personne lui a posé de problème. Mais quand Mmh. tu regardais les matchs, tu Ouais, voyais quand complètement. même que la vérité était pas tout à fait celle-là. Tout à Et, fait. c'est ce qu'on s'était dit cet été un petit peu, tu sais, bon, Team USA a pas fini la Coupe du Monde comme ils espéraient, mais malgré tout, on a bien vu qu'Anthony Edwards était en train de passer un cap. Là, c'est la confirmation de tout ça, en fait. Je pense que, tu vois, tu parlais des performances mi-figue, mi-raisin de Karl Anthony Towns. Finalement, je vais pas dire qu'elles soient anecdotiques, mais je pense que voilà, le poids de la franchise est en train de se déplacer là où il devrait être, c'est-à-dire sur les épaules d'Anthony Edwards. Il y a aussi le fait que Jaden McDaniels peut jouer, parce qu'il s'était bêtement fracturé la main en playoff, Tout à alors fait. que voilà, Tout c'est seul en un de plus. leurs meilleurs, oui, tout seul, c'est un de leurs meilleurs défenseurs sur les postes extérieurs. Euh, Nasrid qui est de retour, qui qui lui est de aussi était retour, qui n'avait pas joué blessé. les playoffs non plus, Ouais, ouais, exactement. complètement, ouais. Donc non, cette équipe, elle est en train de fonctionner. Je continue à pas croire qu'elle puisse jouer le titre, mais c'est pas la question en fait. Quand t'es les Wolves, t'en es pas à te poser la question de savoir si tu peux jouer le C'est titre cette clair. année. Tu veux déjà pouvoir montrer que le trade pour Rudy était pas une erreur, ce qu'ils sont en train de montrer, ou du moins n'était pas la catastrophe qui avait été annoncée. Non, ils sont sur des bonnes dynamiques. Ça va être très intéressant de voir si cette dynamique se maintient et si c'est pas le cas, si le management cherchera à faire des ajustements. Ouais, bah franchement, moi j'ai envie de voir cette équipe. Ils ont battu Denver et Boston, Qui étaient les deux meilleures qui étaient équipes de la ligue au moment où ils ont qui étaient tapé. invaincus au moment où ils Ouais. les ont joués, il me semble. Je crois que Oui, c'était le cas pour oui, Boston c'est aussi, ça. hein. C'est Ouais, ça ouais. exactement pour les deux. Euh,
le duo sur les lignes arrière, enfin sur les lignes arrière, sur le périmètre. Enfin, si, je mets les trois. Quand sur le périmètre, tu as Anthony Edwards, Mike Conley et Jaden McDaniels, je vais dire, ça fait peur, quoi. Ces gars-là sont absolument impressionnants de discipline, de puissance défensive. Ça saute aux yeux immédiatement. J'aime bien comment d'ailleurs McDaniels réagit plutôt bien au fait que pour l'instant, les défenses savent pas trop s'il le laisse ou pas shooter, mais il punit pour l'instant à chaque fois. Je crois qu'il a plus de 47% à 3 points depuis le début de la saison, ce qui est quasiment, je crois que c'est le meilleur pourcentage de son équipe, ou tout proche, enfin bref. Euh, et puis Edwards, quand tu as Gobert dans la raquette, Edwards qui est un espèce de mec surpuissant défensivement, offensivement, je me dis que les Wolves, si ça joue pas le titre, en tout cas, ça peut si ça se maintient comme ça, que ça garde cette bonne énergie, que ça se met bien en place et que ça arrive frais et dispo en playoff, pour aller les sortir, ces mecs-là, va falloir sortir les rames, quoi. Mais tu as raison de parler de l'impact défensif d'Anthony Edwards parce que ça fait plusieurs saisons qu'on le dit, quoi, que c'est là qu'il doit passer un cap, en fait, s'il veut vraiment se mêler à l'élite de l'élite. Et dans le match contre Boston, ce qui était vraiment super, c'est la fin de match où tu as Jason Tatum qui essaie de jouer des isolations face à Anthony Edwards. Edwards qui lui parle même pendant le match, qui fait bah, vas-y, viens, je t'attends. Et finalement, qui lui met un stop à la fin, relance, tire à 3 points et les Wolves prennent. Je sais plus s'ils creusent l'écart ou s'ils repassent devant, c'est sur la toute fin du match. Et ça, c'est des facteurs hyper intéressants parce qu'on sait qu'il a ce tempérament, Edwards. Il a pas froid aux yeux. Il annonce les challenges et il est prêt à les relever. Mais après, il faut aussi le montrer sur le terrain parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui parlent de ça et qui le mettent pas forcément en place sur le terrain. Là, si cette rigueur défensive dont tu parlais, il arrive à se l'astreindre match après match, grosse équipe ou pas grosse équipe, là, s'il y a ça qui se passe, on pourra voir le plein potentiel de ce mec qu'on annonce comme un potentiel top 10, top 10 en tout cas de la ligue, s'il fait le travail nécessaire. C'est à court terme, c'est ça qui se profile pour Anthony Edwards. Chris Finch, le coach, a donné une interview dans un très bon article publié sur The Athletic où il explique les difficultés de la saison passée, le fait qu'il n'y avait pas d'automatisme, pas de familiarité entre les joueurs et Rudy Gobert, que l'arrivée dans la saison de Mike Conley avait commencé à changer les choses, mais c'était un peu trop court pour que l'équipe puisse se prendre, on va dire. Il a également loué la capacité d'adaptation de Rudy Gobert. Il dit, je lui ai demandé de changer son jeu par rapport à ce qu'il faisait à Utah pendant l'intersaison. Je lui ai demandé de bosser sur des choses, de faire des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire, d'accepter certains compromis. Et il dit, voilà, il a été l'exemple même du soldat qui accepte et qui met tout en œuvre pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne, quoi. Et manifestement, tous les joueurs ont vu ça, Anthony Edwards le premier, et tu vois bien Anthony Edwards au tout début où Rudy Gobert commence à le faire au début de saison dernière, les rapports étaient pas bons. Je me souviens que D'Angelo Russell mettait une ambiance absolument dégueulasse dans le vestiaire parce que c'était un des plus gros critiques de Rudy Gobert. Il n'arrêtait pas de se plaindre ouvertement sur le terrain. Je me souviens très bien de ces scènes-là. Tu peux retrouver des clips très facilement de ce truc-là. Et moi, j'étais atterré de son attitude quoi. Surtout D'Angelo Russell qui ferait mieux de se taire et d'apprendre à défendre. Et là, tu vois qu'il y a une toute autre dynamique, une vraie application. Et si tu regardes aujourd'hui, alors encore une fois, tout petit échantillon, mais sur le net rating, tu as 4 équipes qui se démarquent, mais totalement de tout le reste de la ligue. C'est les Celtics en premier, qui ont le plus gros net rating à 11,5 de différentiel. Philadelphie qui est à 11,4. Denver qui est à 10,8. Et après, tu as Minnesota qui est à 10. Les cinquièmes, et c'est une surprise, c'est les Rockets qui ont un net rating de 5,9. Donc c'est quasiment la moitié moins, quoi. Et les Wolves, pour l'instant, sur les 10 premiers matchs de la saison, certes, mais ils font partie du gratin de la ligue pour l'instant.
Et je m'attendais à ce que ça soit une saison très encourageante, plutôt bonne. Mais pour l'instant, le début est plus, ça va au-delà de mes espérances personnellement. Ouais, non, non, carrément. Bah, c'est ce que je te disais un petit peu, ce qu'on avait vu poindre pendant les playoffs et qui se confirme avec le retour des joueurs qu'on a notés et une mise. Ouais, il y a quand même eu une montée en puissance. L'arrivée de Conley, elle était parfaite. C'était sûr que vu les, comment dire, cette équipe est tellement singulière dans la NBA actuelle, dans sa construction, que pour que ça Mm, fonctionne, il te faut un playmaker d'excellence, quoi. Tu vois, qui va tout à fait. comprendre qui faire jouer à quel moment, dans quelles circonstances. Un mec comme Mike Conley, comme Chris Paul, il faut des gens avec ce type de QI. C'est pour ça que j'avais pas du tout été étonné qu'ils fassent venir Conley aux Wolves. Ça tombait sous le sens. En plus, au-delà du fait qu'ils connaissent bien Rudy Gobert et qu'ils soient habitués à jouer avec lui. Là, ce qui est bien, c'est que voilà, ils peuvent enfin travailler, commencer la saison en étant tous ensemble sur la même longueur d'onde. Et puis il faut noter aussi que Karl Anthony Towns, dont je suis souvent hyper critique, a aussi Mhm. fait des super perfs à la Coupe du Monde. Des fois, c'est des choses aussi qui te boostent et qui te permettent de bien lancer ton année. On verra ce qu'il fera cette année, quoi. Oui, tout à fait, ouais. En tout cas, cette équipe de Wolves est une des vraies équipes à suivre de ce début de saison. On va terminer ce petit clin d'œil sur la conférence Ouest. Je ne pouvais pas terminer dans la conférence Ouest sans parler de Denver. Jamal Murray s'est blessé à la cuisse. Il est sorti probablement pour le mois à venir. Jokic marche sur l'eau dans ce début de saison. Voilà. Tu regardes encore ce qu'il fait sur le terrain, les stats qu'il aligne, c'est absolument hallucinant. Par contre, truc très intéressant côté Nuggets, c'est que comme on en parlait tout à l'heure avec les Warriors, habituellement les Nuggets avaient beaucoup de mal à survivre pendant les minutes où Jokic se reposait sur le banc. Et là, pour le moment, ce n'est pas vraiment la tendance. Mike Malone a réussi à trouver le personnel adéquat pour faire fonctionner ce banc. En tout cas, ils prennent pas la flotte dans tous les sens comme c'était le cas la saison passée. Et voilà. Et puis big up à Peyton Watson, Christian Brown, Reggie Jackson qui fait un très très bon début de saison, Zeke Naji aussi. Il y a des bons éléments dans cette équipe des Nuggets et leur rookie Julian Strausser aussi qui est très très bon. Qu'est-ce que tu peux dire sur Denver pour l'instant sur leur entame? Ben, c'est une entame de saison vraiment intéressante parce que finalement, on s'était dit que c'était peut-être les plus grands, ils figuraient parmi les plus grands perdants de l'intersaison, dans le sens où ils avaient perdu des joueurs importants, mais et qu'ils n'avaient pas fait de signature marquante. Mm. Ils ont parié sur la continuité, sur la progression de leurs jeunes joueurs. Donc, Christian Brand, qu'on voit qui était incroyable l'an dernier, qui continue dans sa progression. Peyton Watson, dont tu as parlé, qui a surtout joué en G-League, mais sur lequel en interne le staff était dithyrambique sur le potentiel de ce joueur qui touche le terrain enfin et qui est plutôt bon pour l'instant. Moi, j'aime beaucoup ce début de saison. Alors, je vais pas dire que ça m'inquiète, mais si je devais faire un petit peu pointer du doigt certaines choses, je trouve ça euh, peut-être un peu problématique que Jokic soit obligé de autant tirer Ouais, sur ce début de saison, sachant que tout à fait. voilà, ça c'est qu'il le fasse en playoff, c'est pas problématique, mais je pense pas que ça puisse être la recette du succès sur toute la saison pour Denver s'ils veulent être dans les meilleures conditions pour aborder les playoffs. Il y a ça et puis la question de savoir si alors leurs jeunes pour l'instant répondent présents, mais tu vois les joueurs de banque t'as cité, Christian Brown, Peyton Watson, Nadji ou même Reggie Jackson, est-ce que c'est vraiment des joueurs sur qui tu peux t'appuyer avec assurance en playoff pour aller te gagner? Est-ce qu'un de ces mecs-là, tu vois, peut te gagner un match de playoff? euh, Ça reste la question. Voilà. Moi, Oui, c'est un complètement. Ouais. petit peu ça que je pointe du doigt. Si je devais pointer du doigt, malgré tout, ça m'empêche pas de, tu vois, quand on faisait nos pronostics en interne, moi, je les avais quand même mis potentiel champion NBA et confirmer leur back-to-back. Mais voilà, attention quand même. Moi, je serais pas si étonné que ça de voir Denver essayer de tenter un coup peut-être à la deadline ou sur le marché, tu sais, des mecs qui auront été coupés pour aller essayer de récupérer un vétéran avant les playoffs. Oui, effectivement, ouais, t'as tout à fait raison. C'est un pari extrêmement risqué de s'en remettre à des jeunes joueurs qui n'ont que très très peu, voire pas du tout d'expérience dans les moments, notamment en playoff, dans les moments couperés. Et on sait bien, enfin, je veux dire, l'histoire de Christian Brown en finale contre Miami la saison passée, c'est une exception. On est d'accord. Hmm. C'est pas un truc qui arrive d'habitude. C'est rare qu'un joueur comme ça, rookie, qui n'a quasiment pas joué de la saison, débarque et puis te ponde un match qui arrive à faire la bascule dans un match de finale NBA, quoi. Mais bon.
Tu as tout à fait raison de souligner ces points-là et je suis bien d'accord. On va terminer le podcast en parlant de Chet Holmgren, blessé l'an dernier pour ce qui aurait dû être sa saison rookie. Chet Holmgren réalise un début de saison explosif sous le maillot du Thunder, au point d'être, à mon sens, le favori pour le moment dans la course au trophée du rookie de l'année. Ça se discute. Tu vas peut-être m'opposer des arguments pour me dissuader. Chet Holmgren, comme Victor Wembanyama, est immense, mais il est aussi doté d'une fluidité rare pour sa taille sur un terrain de basket. Il peut facilement remonter le ballon, initier une attaque, dribbler entre ses jambes et trouver la bonne passe, ou nous faire un pull-up à 3 points, ou nous faire un spin et finir avec un toucher de balle plus que soyeux autour du cercle. Quand on le voit jouer, Chet Holmgren possède déjà un sens du jeu digne d'un vétéran qui possède 5 saisons dans les pattes. Il est surtout d'une efficacité redoutable. Il tourne actuellement en 57, 56, 90 et il est, selon les stats avancées, un élément positif des deux côtés du terrain, défensivement et offensivement. Quand tu vois le net rating de sa présence sur le terrain, c'est assez marquant. Théo, Chet Holmgren, est-ce que tu le mets où par rapport à Victor Wembanyama dans cette course du rookie? Pour l'instant, j'aurais tendance à dire qu'ils sont au coude à coude. Dans le sens où je pense que Chet est le plus régulier, mais que Wembanyama est celui qui a le plus marqué les esprits. Son match à 38 points face aux Suns, par exemple. Mais en fait, c'est marrant parce que tu sais, si Victor ne faisait pas partie de cette génération, on parlerait de Chet Holmgren comme on parle de Victor, en fait, pour les raisons que tu as données, pour sa taille, ce qu'il est capable de faire en attaque, en défense, la fluidité, la vitesse, la manière dont il est capable de couvrir l'espace défensivement et t'as l'impression qu'il y a un décalage et finalement en un quart de seconde il n'y a plus de décalage parce qu'il a réussi à revenir. C'est impressionnant. J'adore son attitude. Tu sais, souvent les très grands, on se dit ouais bon c'est des mecs qui sont venus au basket parce qu'ils étaient très grands, c'est pas forcément des passionnés de jeu, ils sont un peu mous, etc. C'est pas du tout le cas avec Chet Holmgren. Moi j'aime bien, il a un côté un peu revanchard, il y a du, comme dirait Bill Simmons, il y a du fuck you en lui, tu vois, un petit peu dans certaines situations. Et je pense que sa saison blanche l'an dernier lui a fait un bien énorme. Tu vois, quand je vois la patience dont il fait preuve parfois sur le terrain, son efficacité, et puis même physiquement, sa manière d'encaisser les impacts, je pense ça lui a vraiment permis d'arriver en étant bien plus près qu'il ne l'aurait été si ça avait été sa vraie saison rookie. Ouais, je suis tout à fait. Tu sais j'ai noté cette stat aussi, tiens. C'est le 10e joueur NBA de l'histoire à cumuler à enregistrer 7 contres et 3 points dans le même match. C'est assez marrant. Du coup, tu m'intrigues. Je me demande qui sont les autres. Je pense qu'il doit y avoir le fameux match complètement dingue de Moneyball. J'ai pas checké. Non, normal, mais... Honte à moi, mais oui, peut-être, ouais. Effectivement, oui, tu parles, c'était contre Phoenix, non? Ouais, où il avait, je sais plus combien de tirs à 3 points avait mis Moneyball. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est Charles Barkley qui est absolument écœuré au bout d'un moment. C'est ça. De le voir prendre. En plus, le tir de Moneyball est assez particulier. T'y crois pas une seconde que ça va rentrer. Tu catapulte un petit peu. C'est classe, c'est ça. Ouais. Et non, moi, ce qui distingue beaucoup de Chet Holmgren dans cette histoire, c'est son efficacité, en fait. Ça, c'est fou. C'est complètement dingue. Je note aussi quelque chose qui, je pense, il est important de souligner. Tu vas me donner ton avis. Enfin, c'est mon sentiment, mais tu vas me donner ton avis là-dessus. Quand tu compares, et je l'ai fait, hein, la comparaison face à face entre Chet Holmgren et Victor Wembanyama, tu vois bien qu'en termes d'efficacité au tir et sur les résultats de l'équipe, Chet est largement devant Victor. Il n'y a même pas photo, en fait. C'est même pas une discussion quasiment à avoir. Par contre, j'ai envie de dire que ces stats avancées, quand tu les prends comme ça, il faut quand même bien comprendre que le basket, c'est un sport qui se joue à 5 contre 5 et que forcément, Chet Holmgren arrive dans un effectif qui est beaucoup plus installé que celui des Spurs, avec une superstar en la présence de Cheeky Juice Alexander, ce qui est quand même une donnée excessivement importante. Que n'a pas Victor Wembanyama. Victor Wembanyama, non seulement il arrive dans une équipe qui est jeune, archi jeune et inexpérimentée, et en plus un de leurs meilleurs joueurs, Devin Vassell, est blessé actuellement. Donc il y a aussi ça impacte forcément les résultats d'efficacité parce que Victor Wembanyama se retrouve à faire beaucoup plus de choses à faire beaucoup plus de choses et à prendre beaucoup plus de risques, on va dire, peut-être que Chet Holmgren. Mais malgré tout, quand tu le vois sur le terrain, Chet Holmgren, il est
Ouais, moi, c'est ce que j'ai dit dans mon intro. Il est d'une fluidité qui est, enfin, c'est affolant de voir ça, en fait. Non, mais je partage ton avis. En fait, je trouve qu'il force rien, mais c'est aussi pour toutes les raisons que tu as indiquées. C'est-à-dire que il est dans une équipe qui, alors, il vise pas le titre. Encore une fois, on est d'accord, tu vois, mais qui a quand même des ambitions avec il y a un style de jeu qui est établi. Il y a des rôles Mmh, déjà qui sont établis. Donc lui, pour l'instant, il c'est s'est ça. fondu à merveille là-dedans et il fait un petit peu, voilà. Je pense que tu vois, c'est même déjà potentiellement probablement le deuxième meilleur joueur de cette équipe malgré tout. Mais il s'est fondu dans le collectif qui était en place. Alors que du côté des Spurs, c'est Victor Wembanyama, il est encore au niveau de projet, mais en fait, le jeu collectif des Spurs est au stade de projet, et même les autres joueurs qui sont autour de lui, les plus jeunes, sont aussi au stade de projet. Tu vois, on en parlait avec Tout à Antoine, fait, mais tu vois, Jeremy tout à Sohan fait. qui joue meneur, le but, c'est pas qu'il joue meneur plus tard, en fait. C'est Mais bien simplement sûr, qu'il puisse développer son playmaking maintenant. Donc, c'est pas du tout tout est fait. les mêmes attendus, c'est pas du tout le même contexte. Et c'est pour ça que je pense qu'ils sont au coude à coude, vraiment, parce que finalement, leur stats et l'impact qu'ils peuvent avoir. En fait, leurs stats sont différentes, c'est-à-dire qu'ils brillent pas sur les mêmes facteurs, mais par contre, ils ont tous les deux un impact dans les performances de leurs équipes. Et ça, je trouve que c'est voilà, on va avoir une super belle course pour le titre, pour le trophée de rookie de l'année en tout cas. Complètement. Et de toute façon, je pense que cette comparaison qui les suit déjà depuis les équipes jeunes, hein, quand l'équipe de France jouait Team USA, etc., elle va continuer forcément à les accompagner. En plus, ils sont dans la même conférence, donc ils vont se jouer à plusieurs reprises. C'est top, quoi. Je trouve ça super. Ouais, pour ceux qui sont anglophones, je vous conseille l'article de Kevin O'Connor sur le site The Ringer. Il dit tout le monde doit se calmer à propos de Victor Wembanyama, justement en raison des attentes irréelles qui sont placées en lui, de tout le monde qui, dès que, notamment là, après le match face aux Knicks, où tout le monde était déçu, où tout le monde était là à dire ah bah dis donc, Victor c'est une fraude. Bon, il y a un moment, faut vraiment se calmer en fait. Pour, enfin, je sais pas, je sais pas. Moi personnellement, ça me dérange quand j'entends les gens qui sont là à se surexciter à propos de Victor Wembanyama. Et dès qu'il y a un contre-coup, c'est ah bah dis donc, il est pas aussi fort qu'on nous l'avait annoncé. Bon, il y a un moment, si tu dis ça, ça veut dire que tu comprends pas comment le basket, et notamment le basket NBA, se passe quoi. C'est pas possible. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment se calmer. Et pour terminer sur le Thunder, je voulais faire un petit clin d'œil et j'aurai l'occasion de traiter ça plus tard, une autre fois, plus en détail, parce qu'il mérite vraiment qu'on s'attarde sur son cas. Mais le Thunder qui chope Kayson Wallace et Kayson Wallace nous fait pareil. Enfin, entre lui et Chet Holmgren, le Thunder, mais ils sont avec deux rookies, mais c'est des pépites ces deux joueurs-là. Kayson C'est vrai. Wallace, il est hallucinant. Bah là, sur l'efficacité offensive, les deux, et sur l'impact défensif aussi, parce que les deux, c'est deux très bons défenseurs. Tout à fait. Ouais, c'est chaud. Mais elle est vraiment top, cette équipe du Thunder, parce qu'elle est super agréable à voir jouer maintenant. Mmh. L'équipe va devoir faire des choix parce qu'ils pourront pas signer tout le monde, ils pourront pas garder tous leurs jeunes. Et ils ont un tel trésor de guerre en termes de, tu sais, de draft Le pick Pix, ouais. Ouais. etc., qu'en fait, au moment, peu importe, quand ils le décideront, ils pourront, s'ils le veulent, faire venir un vétéran ou une autre star ou un autre joueur établi pour renforcer l'équipe si besoin. Ils Ouais, sont tout à dans fait. une situation pour un petit marché. Enfin, voilà, Sam Presti, c'est quand même masterclass de comment pouvoir monter des effectifs qui sont efficaces en étant dans un tout petit marché. C'est trop fort. C'est marrant parce que en 2019, on n'aurait pas, je pense qu'on n'aurait été pas beaucoup à mettre une pièce sur le fait que Sam Presti ressorte vainqueur du transfert avec les Clippers. Ouais. On va dire que la venue de Kawhi Leonard était dépendante de l'arrivée de Paul George. Et donc, le Thunder a profité pour récolter bah, les fondations du trésor de guerre dont tu parles. Et surtout en mettant la main sur Shai Gilgeous-Alexander, qui aujourd'hui, on peut argumenter que il est dans le top 10 NBA en en termes de niveau, quoi. Non, c'est clair. Et là où ils ont été malins aussi, c'est plus à la périphérie, mais les vétérans qui sont passés chez eux, que ce soit Chris Paul, Ouais. que ce soit Kemba Walker, même si ça a été court, que ce soit Paul George, ils ont été extrêmement bien traités. Ce qui veut dire que le moment où, encore une fois, où ils savent qu'ils seront jamais une destination pour les free agents. Mais par contre, ça veut dire que le moment où tu vas aller chercher un gars dans un trade, il est possible
tu t'ouvres des chances qu'il arrive en faisant moins la gueule que s'il tombait autre part, en fait, parce que Ouais. tu as montré que tu traitais bien tes joueurs, que quand ils voulaient se barrer, bah, tu trouvais le moyen t'allais pas te lancer dans des guerres d'ego comme c'est le cas à Philadelphie, comme on l'a vu sur les 2 dernières années. Tu vois, finalement, quand Paul George a voulu partir, bah, ils ont dit OK, et puis ils ont récupéré le maximum derrière. Quand Westbrook a voulu partir, ils ont dit OK, et derrière, ils ont récupéré le meilleur derrière. Et au bout du compte, bah, ils sont mieux armés aujourd'hui pour l'avenir que les Clippers, par exemple. Ouais, c'est assez incroyable. J'adore regarder en arrière comme ça quand tu vois l'instant T de ce transfert et quand tu regardes, voilà 4-5 ans plus tard, waouh, ça donne le vertige un peu. Merci beaucoup Théo de m'avoir accompagné, c'était cool Avec grand plaisir, comme toujours. et on se retrouvera dans la saison, c'est sûr et certain. Yes. Donc voilà, et je rappelle donc le MOOC Losers qui est disponible en commande sur le site Basket Session. Et mardi, 10h30, grande annonce de votre part sur un nouveau projet qui va être mis en place. C'est ça? C'est exactement ça. Merci encore, Josh, et à très vite. Il n'y a aucun problème. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine avec Charlie, logiquement, pour parler de l'actualité NBA. D'ici là, passez une très bonne fin de journée, un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro de podcast NBA Corner. À ciao, bye bye.